Bon mercredi tout le monde, bienvenue dans Toute liberté avec Joey Aubé. Cette semaine, c'est la première sujet de Amadou Keita avec qui on a fait une introduction la semaine passée. Écoute, on va en Afrique justement et ça brasse beaucoup. Attentat dans la capitale malienne à Bamako. Plus de 70 morts selon les derniers rapports. Ça brasse beaucoup. Un sujet que j'ai beaucoup grugé dans l'article de la BBC, puis également plusieurs reportages. D'ailleurs, le journal Le Monde, que je trouve qu'on a fait un assez bon niveau francophone. Fait que il y a des groupes radicaux, il y a les forces en présence, le groupe Wagner, c'est qu'est-ce qui se passe, ça mange quoi en hiver, tout ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe là-bas, la réalité sur le terrain, c'est ça, c'est des enjeux qu'on parle pas nécessairement souvent. Mais regarde, on en parle ce matin en toute liberté. Salut Kata, Salut Zoé, ça va? très bien, la forme, comme toujours, on essaie de s'adapter au fonctionnement des choses. Yes. Écoute, on part ça immédiatement. Je partage l'article à l'écran de BBC Afrique, BBC News. Je vais le mettre plein écran pour que les auditeurs puissent voir. Au moins 70 morts, 70 personnes tuées dans l'attaque menée mardi par des militants djihadistes à Bamako. Donc, c'est une nouvelle de la semaine dernière, mais quand même, ça continue à faire des rebonds. C'est quelque chose quand je me suis informé là-dessus. Puis, regarde, pour les bénéfices des auditeurs, puis mon but, c'est pas de vous prendre pour des gens stupides, mais juste pour que les gens puissent visualiser c'est où le Mali? C'est où Bamako? Ben, c'est ici. On a le Mali, bien évidemment, et la capitale Bamako est au sud, à côté du Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, suivi de la Mauritanie plus au nord. Fait que ça vous donne une pas pire idée de où qu'on jase ce matin. Fait que, écoute, je te laisse aller là-dessus. J'ai lu l'article, je me suis fouillé un peu, j'ai fouillé un peu pour savoir c'est quoi la réalité du sujet. Là, on parle d'attaques terroristes, quasiment tentatives terroristes multiples dans une même journée, des avions incendiés. Raconte-nous ça, c'est assez spécial. Ah oui, justement, d'ailleurs, pour l'introduction, tu fais bien de géographiquement situer le Mali, qui se trouve dans une zone quand même très en mutation actuellement, mutation politique, sécuritaire et évidemment économique également. Un pays frontalier, celui de l'Algérie, avec qui le Mali n'entretient pas de bonnes relations actuellement encore. Et puis, on a Burkina Faso, avec qui le Mali entretient de bonnes relations, et militaires surtout, et politiques, vu que ces deux pays ont connu des coups d'État presque à la même période, et ont formé l'alliance actuellement, l'AES, avec le Niger. Et puis, on a la Côte d'Ivoire également, qui se trouve dans un autre espace CEDEAO, un espace auquel le Mali aussi appartenait, le Mali, le Burkina et le Niger, qui se sont retirés de l'organisation actuellement. La CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui avait sanctionné ces trois pays après les coups d'État militaires, y compris la Guinée également, mais même si le cas de la Guinée reste des sanctions un peu hybrides, et puis il y a des situations atténuantes pour la Guinée. Alors, pour revenir à ta question, ce qui s'est passé au Mali, il faut préciser que c'est au lendemain de FOCAC, en fait, du forum Chine-Afrique, après les visites, après ce forum, les différents présidents africains ont pris part de cette rencontre économique et politique entre des États africains, j'arrive enfin, et la Chine. Puis le président malien, quelques jours juste après son retour, il y a eu des attentats terroristes, non seulement à l'aéroport, comme tu l'as précisé, il y a des avions qui ont même été pris en otage à l'aéroport. Et puis, chose très rare depuis l'arrivée de, quand même, l'agent militaire actuellement, disons l'arrivée de ces jeunes militaires au pouvoir, je dirais. Il y a eu, quand même, les attentats ont été vraiment très minimisés dans la capitale. Tout était localisé dans la zone nord du Mali, là-bas, à la frontière, dans la zone désertique, à la frontière un peu de l'Algérie. Il ne faut pas oublier que le Mali, en 2014, a récupéré quand même la plus grande agglomération, circonscription, ville qui a été dominée par les terroristes, qu'on appelle Kidal. Et cette ville, c'est une ville stratégiquement très bien importante pour l'État malien, pour son administration politique. Et le Mali, l'État a récupéré ce territoire. Ça fait que les terroristes ont été de plus poussés vers les frontières algériennes, et c'est ce qui d'ailleurs a
provoquer d'autres tensions géopolitiques entre l'Algérie et le Mali, qui peut être aussi un autre sujet à discuter dans les jours à venir. Alors, pour parler de cette actualité, vraiment, c'est, comme tu l'as dit, ces chiffres, 70 morts, plus de 70 morts d'ailleurs, et 200 et quelques personnes, c'est des sources militaires d'après la presse qu'on peut lire ça et là, mais les autorités maliennes, pour le moment, refusent de communiquer, enfin, n'ont pas donné Ouais, c'est ça, c'est les chiffres qu'on a, mais on sent qu'on sait absolument qu'il y a eu des pertes, mais disons que c'est ça, faut pas prendre toutes les chiffres qu'on nous envoie comme du cash, parce que c'est ça. Il y a eu l'aéroport, mais également eu, je pense, une école de gendarmerie qui a été majoritairement touchée. En fait, c'est là qu'on formait justement les jeunes gendarmes, les jeunes policiers, quoi que ce soit. Et exact. semble-t-il que c'était les deux cibles principales, puis ça a fait beaucoup de victimes, là. Oui, justement, il y a même, selon des articles, des jeunes gendarmes, des élèves gendarmes, en fait, ont été enlevés, ont été pris, des terroristes les ont enlevés, ils sont portés disparus jusque-là, mais les autorités maliennes, comme je le disais, il faut le préciser, n'ont pas encore officiellement communiqué sur ces attentats-là. Et ce qui reste évident, il y a bien eu des dégâts, mais ces terroristes, beaucoup d'entre eux ont été neutralisés, notamment le jeune terroriste qui avait fait des communications télévisées, enfin, qui avait fait des déclarations suite à cet attentat, qui a été neutralisé, qui beaucoup ont été quand même arrêtés à date par les autorités maliennes. On peut voir sur les sites officiels et même des presses en ligne maliennes qui communiquent généralement sur ces arrestations des impliqués, des accusés dans ces attentats-là actuellement. Ben, fais-nous un peu, autant on est déjà rentré dans le on est on est déjà rentré dans le sujet, mais fais-nous un peu une vision globale de comment se passe la politique présentement au Mali, par rapport à la structure. Je ne vais pas me tromper, je pense que est-ce que tu m'avais parlé justement qu'il y avait eu, je pense, un coup militaire dans les dernières années ou quelque chose comme ça. Tu sais, savoir la situation politique actuelle pour mieux comprendre le pourquoi du comment tout ça arrive. Tu sais, oui, il y a des rencontres avec la Chine puis le président en place, etc. Mais on sent que, en tout cas, du peu que j'ai vu dans les articles et les reportages que j'ai écoutés, l'enjeu de la sécurité est vraiment majeur. Puis, comme tu le dis, la majorité des pseudo-attentats ou des problèmes qu'il y a eu au niveau du territoire, ça s'est jamais fait au centre de la capitale. Ça a toujours été plus dans les régions, plus dans le nord du pays, quoi que ce soit, là. Alors, il faut nuancer un peu. Il y a eu des attentats, mais ça c'était vers les années 2012. Après, OK, ça fait longtemps quand même. ça Ça, fait c'est très depuis très longtemps. longtemps. En fait, ça c'est pour contextualiser les faits. Justement, tu fais bien de poser cette question parce que ce qui s'est passé, c'est depuis l'intervention en fait internationale en Libye, sur laquelle d'ailleurs beaucoup de chefs d'État africains, y compris le chef d'État, le président malien à l'époque, Ibrahim Boubacar Keïta, se sont opposés à l'intervention en Libye contre Kadhafi, parce que là, Kadhafi est quand même été quelque chose pour on savait que si Kadhafi tombait, des terroristes, des dissidents et puis beaucoup d'autres terroristes s'empareraient des armes et puis envahiraient les pays de l'Afrique du sud du Sahara. Et c'est ce qui s'est justement passé après la chute du régime Kadhafi. Et puis les groupes terroristes, des islamistes, et il y avait des velléités indépendantistes également, des groupes, des communautés au nord du Mali qui se sont emparés des armes en Libye et puis après ils se sont attaqués maintenant à l'autorité malienne, ça c'était vers les années 2012 et suite à ces attentats-là, à l'époque c'était ATT Amadou Toumani qui était au pouvoir au Mali et il y a eu coup d'État contre lui. John OK. Traoré, quand il y a eu coup d'État contre lui en 2012, et les terroristes, il n'y avait pas une autorité bien assumée au pays, en fait. Il y a eu les terroristes quand même ont pris de la force jusque dans la capitale et il faut l'avouer que le gouvernement, ou disons l'État, allait tomber dans les mains des terroristes et c'est ainsi que les autorités de la transition à l'époque ont fait appel à la communauté internationale pour essayer d'aider l'armée malienne afin de stopper l'avancée des terroristes. C'est ainsi que l'ONU a envoyé, il y a des casques bleus qui ont été déployés, la France également, mais dans l'accord de l'État malien et français, il y a beaucoup de détails à donner Ouais. là-dessus parce que ce qui avait été signé dans les accords, en fait, c'était la surveillance aérienne
et aucune intervention terrestre n'avait été signée par l'État malien et l'État français. Mais au regard de la situation, François Hollande à l'époque avait fait une communication en imposant, comme disent les autorités maliennes à l'époque, l'intervention terrestre à l'autorité malienne, sans quoi l'État tomberait dans les mains des terroristes. Au vu au regard des choses, l'État français, les militaires français sont intervenus au sol et puis ils ont stoppé l'avancée des terroristes. C'est ce qui, mais le divorce a commencé un peu quand les militaires français, chaque zone qui a été libérée vers le nord, ils ne permettaient pas à l'armée malienne de revenir sécuriser cette zone et puis on interdisait à l'armée malienne d'évoluer dans ces zones-là. Donc le divorce est rentré un peu entre l'État français et l'État malien. C'est ce qui a poussé également. Et ça la jeunesse malienne commençait à comprendre, commençait à se poser des questions, c'est dire, ben, écoutez, les militaires français qui sont venus nous aider, à chaque fois qu'ils libèrent une ville comme Gao, par exemple, à chaque fois qu'ils libèrent une ville, ils n'acceptent pas que nos militaires aient accès à cette ville. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville alors? Ils se sont dit, est-ce que les militaires français ne sont pas en connivence avec les terroristes? Ça, c'est la première question. La deuxième question. C'est pourquoi, excuse-moi de te couper, mais pourquoi l'armée militaire, l'armée française refusait aux forces militaires maliennes de récupérer leur territoire après l'avoir libéré? C'est quoi la raison officielle qu'ils donnaient? Bon, la raison officielle, c'était de mettre cette cordon, cette ligne entre les terroristes et puis OK, faire un genre d'effet tampon entre les deux, là. exactement entre les OK, deux, ouais. mais sauf que la population pensait que c'était un deal entre les terroristes et puis l'État français, soit et en connivence avec les autorités maliennes, d'où les manifestations politiques ont commencé contre le président. On demandait la destitution du président puisqu'il n'assumait pas ses responsabilités selon la jeunesse. Et de manifestation politique en manifestation politique, on est arrivé en 2019 où les militaires ont pris, comme ils disent, les responsabilités face à la situation. Ils ont fait un coup d'État contre le président. Ils aussi se sont dit, bon, vu que tu n'assumes pas ta responsabilité, le pays est presque divisé en deux. Nous te destituons et puis ils ont destitué le président Ibrahim Boubacar Keïta. C'est là on s'est retrouvé dans cette situation. Mais là aussi, la communauté internationale s'était opposée au coup d'État. Donc, les militaires qui ont fait le coup d'État, actuellement, le président Assimi Goïta, c'était lui aussi le chef de cette junte-là qui avait fait le coup. Ils ont signé un accord, mettre les civils au pouvoir et que la gestion de ce pouvoir quand même soit surveillée par les militaires, non seulement eux que les militaires, c'était une sorte de deal, soit quand même dans le gouvernement pour superviser, voir comment les choses se passent. Sauf que au fur et à mesure que les civils, enfin, un civil a été placé à la tête de l'État, le Premier ministre également, et puis ils ont mis un gouvernement en place. Mais les militaires qui ont fait le coup d'État se sont sentis trahis. Ils ont dit, on a fait le coup d'État, on a remis le pouvoir aux civils, et voilà comment les choses se passent. Ça ne va pas dans le sens où nous, on avait les raisons pour lesquelles on avait fait le coup d'État. Nos militaires continuent à tomber encore au nord du pays, et puis jusqu'à présent, les Français commencent, d'après les alliances au nord du Mali, les alliances militaires commencent à se multiplier. Ils ont refait un autre coup d'État en 2020. Donc, en moins d'une année, en moins de 2 ans, il y a deux coups d'État. Et, ça brasse, hein? le même groupe a fait le coup d'État. Et puis, cette fois-ci, les militaires se sont dit, bon, on assumera nos responsabilités, même s'il y a des sanctions économiques internationales, mais on ne remettra plus le pouvoir aux civils parce qu'ils ne respectent pas leur engagement. Et c'est d'où on s'est retrouvé dans cette situation aujourd'hui. Fait que c'est l'armée qui gère maintenant le pays pour l'instant, là. Exactement, c'est l'armée qui gère maintenant le pays et dès leur arrivée au pouvoir, les premières actions qu'ils ont prises, c'était d'abord de demander le départ de toutes les bases militaires étrangères au pays, notamment disons les militaires français. Ils ont commencé par ça et puis il ne faut pas oublier que l'Union européenne aussi était représentée là-bas, beaucoup d'États européens en collaboration avec la France. Ben, le groupe Wagner, le groupe de mercenaires russes, est fortement présent sur le territoire aussi également. Mais eux autres, on dirait que ça, je sais pas, ça les frustre moins. Les Français, c'est beaucoup, mais le Wagner, c'est des mercenaires, c'est correct. Ils sont Ouais, tolérés, ou du moins. ça, Zoé, il faut vraiment essayer de relativiser les choses parce que en réalité, c'est ce que la jeunesse africaine s'est dit le plus souvent, surtout les Maliens, ils se disent, ben, écoutez, quoi qu'il en soit, les militaires français aussi, ou suisses, ou tous ces militaires de l'Union européenne qui étaient là, en réalité, ce ne sont pas aussi des Français. Là. Ils se disent que c'était, même si, quelle appellation, peu importe l'appellation qu'on leur donnera, mais que c'était
des légionnaires français, donc Ah, d'autres des étrangers, c'est nationalités, ça. des étrangers. Alors, ils se disent, ben, c'est des mercenaires aussi qui ont donné leur vie pour la France, pour venir assurer notre territoire. Et alors, ils se disent, mais quoi qu'il en soit, tu sais, ils essaient toujours de relativiser les choses parce qu'ils se disent, alors, il y a des mercenaires au Mali, des mercenaires Wagner, comme on les appelle, mais l'appellation officielle, l'État malien dit qu'il a signé des ententes militaires avec le gouvernement, l'État russe. C'est pas avec Wagner, un groupe privé, mais plutôt avec l'État russe. Maintenant, c'est l'État russe qui sait qui l'envoie, si c'est des groupes privés ou c'est militaires nationaux, étant surtout que la Russie, sachant dans quelle situation elle se trouve actuellement. Donc, cela peut expliquer un peu la présence de Wagner, sans autant dire que c'est aussi, comme toute guerre d'ailleurs, il y a souvent des victimes collatérales, même si on ne le souhaite pas. Wagner aussi fait des dérives, tout comme les militaires français, les légionnaires français qui étaient là, il y a eu beaucoup quand même de révélations, de dérives qui ont été faites à l'époque. Donc, c'est ce qu'ils essaient de dire. Wagner, donc, les militaires ont demandé le départ de l'armée française sur le sol malien et puis toutes les autres équipes militaires qui étaient installées là. C'est d'où le divorce a commencé. Maintenant, comme tu l'as dit, les militaires maliens se battent auprès de l'équipe Wagner sur le terrain. Ils essaient de quand même récupérer les territoires maliens dans les mains des terroristes. Pour venir à l'attentat, le groupe qui a pris la responsabilité, en fait, qui s'est revendiqué de l'attaque, on l'appelle le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Pourrais-tu nous en parler un peu? En tout cas, semble-t-il que selon les informations qui marquent, en tout cas, selon ce que le monde parle et d'autres, ça c'est un groupe relié à Al-Qaïda, de ce que je comprends? Oui, c'est un groupe relié à Al-Qaïda. Il faut vraiment comprendre la situation du Mali. C'est très compliqué. Auparavant, on avait AQMI, il y avait des sécessionnistes qui demandaient l'indépendance du Nord et du Mali parce qu'ils voulaient se couper du reste du Mali, prétextant que le Nord n'est pas développé, le Nord est de plus métissé que le Sud. Donc maintenant, on se retrouve face à des groupes, comme on les appelle, Ben, pense, ben, de l'islam. ben, gars, Keta, pour que les gens puissent visualiser, parce que là, on voit la frontière du Mali tout au long ici, ben, on peut Oui. comprendre un peu pourquoi le Nord n'est pas développé, c'est le désert du Sahara. Fait que c'est sûr et certain que par définition, c'est sûr et certain qu'il y a moins de gens qui habitent là aussi. Puis, est-ce que je me trompe également aussi qu'il y a justement il y a une question ethnique derrière, parce que j'assume les gens habitant plus au nord ont plus de descendance, bien évidemment, arabo-musulmane, tandis que plus au sud, mettons vers la capitale, on parle plus d'ici. Pas, mon but, c'est pas de vouloir dire de vrais Ouais. Africains, parce que c'est pas le bon terme du tout. Je veux pas être raciste du tout, mais tu comprends, tu sais. Pour faciliter la compréhension. Ouais, c'est ça, mais tu comprends ce que je veux dire, là, tu sais, Oui. vraiment, africain qu'on connaît le plus, c'est un peu, c'est ça. Mm. Pas plus noir, tu sais, moins de descendance arabo-musulmane, plus vraiment d'Afrique, de ce que. Fait que même justement dans le reportage du Monde, il en parlait, tu sais, suite aux attentats, il y a quasiment des groupes civils, ça avait parti en peur parce que la moindre personne qui avait du moins l'air à ressembler à avoir une origine arabo-musulmane était quasiment pris de côté, comme ça serait quasiment. Tu sais, ça avait beaucoup pensé un peu aux guerres ethniques entre, par exemple, les hindous et les musulmans, par exemple, en Inde puis le Pakistan. Tu sais, ça avait un peu pensé à ça, à quel point que on est vraiment dans une guerre autant à la fois religieuse, extrémiste, mais aussi ethnie mélangée à tout ça. Là. Alors, c'est ce qui force le débat. La guerre au Mali est loin d'être une guerre religieuse. Ces groupes qui se font appeler groupes de défense de l'islam, de musulmans, il y a toute une autre raison qui est cachée derrière parce qu'on OK. on peut pas mener la guerre contre un État qui est un pays qui est à 99%, s'il faut le dire, 95 à 99% musulmans. On ne peut pas mener une guerre d'islamisation contre cet État-là. Et Non. ce n'est pas les 5% quand même que vous allez, ce n'est pas à cause des 5% que vous allez mener la guerre, étant donné que des États même dits islamistes ont aussi des pourcentages quand même de chrétiens ou d'autres confessions religieuses. Donc la guerre, elle est loin d'être religieuse, elle est plutôt non seulement pour des raisons cachées, peut-être politiques,
ou économique, c'est ce qu'on n'avoue pas. Mais tu as parlé quand même d'ethnie, et justement, cette question d'ethnicité se pose dans beaucoup d'États du monde. Le Mali aussi ne fait pas exception. C'est justement ça, cette population qui est de plus au nord est métissée arabo-berbère un peu, et puis africain, comme tu les as appelés, on pourrait dire de souche pour des raisons de faciliter la Ouais. compréhension. Les Africains noirs, comme on le dit souvent dans les livres Afrique blanche et Afrique noire. J'allais Donc, dire, toi, tu peux le dire, moi, je peux pas le dire. je comprends, je comprends ton il y a Dans beaucoup le de. monde où c'est qu'on vit, il faut même pas faire une virgule de travers parce qu'on on tombe dans le piège assez vite. Ah non, Euh, c'est très dommage pourtant parce qu'avec cette philosophie d'étiquettisme où on ouais. essaie de classifier les gens, ça biaise la compréhension le plus souvent. Hmm. Correct. Le message ne passe pas comme on le voudra parfois. Mais bon, on va s'y faire et puis on essaiera de faciliter la compréhension pour les gens. Oh, ouais, je pense qu'on comprend. Pour revenir à ce sujet-là, cette question se pose, cette communauté qui se voit un peu métissée arabo-berbère et métissée un peu avec la communauté noire, se sent un peu lésée dans le développement et voyant l'administration de plus concentrée vers la capitale Bamako, qui est de plus proche de la Guinée et de la Côte d'Ivoire, donc peuplée d'une population très foncée, très mélanisée fortement. Donc ça pose vraiment le problème. Et il y a beaucoup, les mouvements terroristes, au départ, c'était ça leur revendication. Les griefs étaient des griefs en fait de revendications indépendantistes qui voulaient l'indépendance parce que il y avait pas et leur zone n'était pas développée. Mais sauf que les choses ont évolué. À chaque fois, il y a un autre groupe qui vient et ce groupe qui a revendiqué l'attentat c'est un groupe qui revendique non seulement l'islamisation et puis aussi arabianisation du Mali, mais sauf que c'est quelque chose qui n'est pas réellement fondé parce que le Mali, en 95%, comme je le disais, est musulman. Donc, je ne comprends pas comment on peut de plus également Ouais, islamiser. la job est déjà faite. Exactement comment on peut imposer l'islam à un peuple qui est déjà musulman. Et alors, il faut voir derrière ça comment on les appelle en sciences politiques, des entrepreneurs politiques et économiques qui veulent déstabiliser le pays. Parce que cette zone-là, la zone du Mali, même il y a un rapport qui a été récemment, je lisais un rapport, le nom de la structure qui a rendu le rapport, c'est quand même une structure belge là, qui rendait un rapport, les chemins, les routes des drogues. Et là, le Mali ne fait pas exception. Justement, cette zone du nord du Mali est aujourd'hui un grand passoire c'est un nid des grands trafiquants. Il y a même des aéroports, s'il faut le dire ainsi, qui sont construits dans ces zones-là pour le passage des drogues vers l'Afrique du Nord et puis vers les pays du sud du Sahara également. Donc, non seulement la raison elle est politique, mais elle est également économique. Mais aussi longtemps que cette zone restera non maîtrisée par les autorités, l'autorité de l'État manquera dans ce zone-là, aussi longtemps les trafiquants continueront de se faire quand même leur trafic aisément. Là. C'est ça. Puis écoute, ça paraît petit sur Google Maps, mais c'est un territoire vaste, là, tu sais, Oui. le nord du Mali, puis juste dans le désert, c'est quelque chose. Fait que, tu sais, un peu commencer à vouloir amener l'armée là-bas, puis tout faire le ménage, c'est plus compliqué qu'on pense, parce que justement, un autre, peut-être que je pourrais m'en dire plus, à la fin de l'article, il en parlait, que justement, l'attentat qui a eu lieu la semaine dernière arrive 2 mois après la défaite justement des militaires dans le nord du Mali, il disait dans le coin de Tinzaouatine, si je ne me trompe pas. Il Ouais. disait qu'il y avait quasiment une cinquantaine de soldats maliens qui avaient été tués, puis au-dessus de 80 quelques de mercenaires Wagner aussi, par les rebelles sur place. Fait que, tu sais, ils push back, là. Tu sais, c'est pas juste une gang de gens pas trop organisés. Ben, comme dirait l'autre, ils ont donné leur monnaie de la pièce en voulant aller un peu trop loin, puis en essayant de vouloir reprendre la place. Ben, c'est ça, ils se laissent pas faire, là. Alors, ben, ça, c'est très important à Tinzawazien. C'est comme tu le dis, ce qui s'est passé là-bas. C'était au mois en août, là. C'était en début d'août. Et les militaires maliens ont voulu, quand même, ont été surpris par ces terroristes qui étaient bien préparés
pour contrecarrer l'attaque des militaires maliens. Et puis, ils ont quand même essuyé un échec plutôt dans cette opération. Mais c'est une opération qui, comme tu l'as dit, ils ne sont pas organisés, mais par contre, ils sont très bien organisés, ces terroristes, parce que je te partagerai en fait cette actualité, parce que c'est un attentat qui a été revendiqué par ces terroristes, mais revendiqué par l'Ukraine également, à travers son ambassadeur installé au Sénégal, et puis Par l'Ukraine? ouais, le service de renseignement ukrainien a avoué Ah, qu'ils ont à cause de Wagner, c'est ça? exactement a avoué que Ah, of course. c'est eux qui ont appuyé les terroristes, ont assisté les terroristes dans Ben, ce. c'est la question que j'allais te poser un peu en terminant. C'est que justement, on sait souvent que ces groupes paramilitaires-là, souvent souvent reliés à Al-Qaïda, on le sait par le passé, ils sont souvent, autant tu nous as expliqué un peu, qu'ils ont pris de l'armement de l'époque de la Libye puis de Mm. l'assassinat de Kadhafi, mais ils sont financés par qui, ces gens-là? Parce que c'est sûr et certain qu'il y a des grandes puissances derrière ça, bien évidemment. Là, tu me parles de l'Ukraine pour cette situation-ci, mais en général, est-ce que c'est une autre nation en Afrique ou ailleurs dans le monde qui profiterait justement de vouloir le régime malien qui est le junta militaire présentement tombé? Qui tu penses qui est derrière ça, qui joue un peu le marionnettiste derrière tout ça? Là? Alors, les théories sont très nombreuses sur le financement de ces terroristes-là, mais je venais de donner une piste tout de suite. Le trafic de stupéfiants, des drogues, ça c'est une grande source très importante pour ces terroristes, non seulement, mais aussi l'exploitation de ces mines. Et on parlait tout de suite du fait qu'à chaque fois que l'armée française libérait un territoire, n'accepte pas que l'armée malienne ait accès. Et d'après certaines informations, les théories, c'est que ces terroristes travaillaient dans des mines, parce qu'il ne faut pas oublier que le Mali est quand même fait partie des plus grands exportateurs quand même de l'or dans le monde. C'est surtout le nord du Mali qui est très riche en pétrole et puis en gaz également, et même en uranium. Donc on suppose que les puissances étrangères, notamment la France, seraient en connivence avec les terroristes pour l'exploitation de ces ressources-là, rendre la zone ingouvernable par l'autorité malienne, et cela permettra que ces ressources soient clandestinement exploitées. Donc, ce sont des théories qui fusent ça et là, mais aussi longtemps, mais il faut attendre que des preuves soient apportées aussi pour des accusations comme ça. Mais du côté de la France, on nie quand même l'implication dans le financement et dans le soutien à ces terroristes, mais à voir ce Ah, qui. ça serait un peu stupide, ça serait un triple jeu de financer des terroristes que tu envoies toi-même tes propres forces à essayer de les attaquer. D'habitude, c'est pas trop le principe. Là. Ben, D'habitude, c'est qu'ils veulent, c'est que tu veux ils veulent. Le principe, c'est comme c'est qu'ils fassent la job à ta place, pas que tu ailles les combattre, les propres forces que toi-même tu finances. Tu sais, ça fait. Ça explique alors pourquoi, et ce n'est pas franchement, ce n'est pas toujours des. Je ne vais pas soutenir une thèse ou une théorie à ce niveau, parce qu'on essaie d'analyser et puis voir les angles et permettre aux uns et aux autres de comprendre ce qui se passe et puis se faire les idées personnellement. Moi, ce que je peux se dire quand même, c'est que l'autorité malienne ou les Maliens pensent que des puissances étrangères, notamment la France et les États-Unis, sont derrière ou appuient les terroristes, parce qu'on ne peut pas comprendre comment des terroristes dans un tel vaste territoire Ils sont autant il n'y a organisés. même pas de désert là, et que ces terroristes se retrouvent avec des milliers de motos, parce qu'ils font des opérations avec les motos, et puis qui carbure ces motos-là, et sachant que le Mali ne fabrique pas des armes, qui les fournissent des armes, et puis c'est des questions qu'on se pose. Donc oui, justement, c'est d'où d'ailleurs le divorce entre le Mali et l'Algérie également, parce qu'on pense que l'Algérie est dans un double jeu, et c'est à travers l'Algérie que les Maliens pensent que, enfin, beaucoup de Maliens pensent que ces motos, ces fournitures, ces engages en pétrole transitent à travers pour aller rejoindre le désert et puis ravitailler ces terroristes. Donc, c'est vraiment des théories sur le financement de ça, mais aucune preuve pour le moment, je n'ai vu qui peut être soutenue, parce que l'État malien quand même a demandé depuis 2021
l'État malien demande le permettre à ce que, parce que le Mali a toujours accusé la France de faire des surveillances aériennes plutôt, prendre des photos, localiser des sites qui partagent avec des terroristes pour que les terroristes puissent frapper les militaires, et chose que le gouvernement français a toujours nié. Donc le gouvernement malien a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de permettre alors que la France et le Mali viennent devant le Conseil de sécurité, que chacun brandisse ses preuves, mais jusque-là, le Conseil de sécurité refuse encore de permettre cela. Et on ne sait pas pour quelle raison. Le Mali, quand même, continue encore sa lutte à ce que cette rencontre, ce débat ait lieu au Conseil de sécurité, pourvu que... Ça doit être la France qui met son droit de veto, je peux engager? Ouais, la France met son droit de veto Ah, sur c'est ça. ça. Of course. Et le Mali a toujours demandé à la France, à chaque rencontre, le Mali, à chaque assemblée nationale, à chaque assemblée générale plutôt de l'ONU, le Mali réitère encore sa demande et demande à la France de lever son veto afin que ces preuves puissent être brandies, mais jusque-là, la France refuse. Donc, voilà des choses qui essaient d'encore réconforter les Maliens dans leur position pour dire que la France, même si elle ne finance pas de façon ouverte, disons, en donnant de l'argent financièrement à ces terroristes, mais ne fait rien quand même pour empêcher ces terroristes de commettre des attentats, étant donné que la France est mieux outillée que le Mali pour ce qui est quand même de la capacité de surveillance des opérations des terroristes-là. Ben, ça serait logique, l'Algérie, sachant que c'est vraiment le pays plus au nord de la Ouais. frontière qui serait la voie des armes officielles. Mais encore là, tu sais, c'est pas nécessairement la méga superpuissance non plus. Mais OK, est-ce qu'il y aurait, par exemple, je sais pas, certains pays du Moyen-Orient, on pense à l'Arabie Saoudite, on pense même à l'Iran, qui pourrait être derrière un peu ça, qui pourrait servir de l'Algérie comme un genre de gant de velours sans nécessairement être trop impliqué, ou peut-être même, on pousse plus loin, peut-être même la Chine. Tu sais, je sais pas, en finançant ces groupes terroristes-là, le régime, la sécurité est plus là, le régime est en train de crumbler, puis là, la Chine arrive en sauveur. Ah, nous voici, nous voilà, acceptez notre deal, on va régler votre problème, puis c'est ça, c'est... Écoute, et puis, comme Oui, tu dis, il y a plusieurs théories qui peuvent s'opposer. non, je suis entièrement. Je valide je valide aussi ta thèse pour dire que pourquoi ne pas regarder du côté de, quand on sait d'ailleurs que le Qatar s'est avéré partout, hein, était un bon financeur des groupes, surtout les frères musulmans, hein, les groupes terroristes, le Ouais. Qatar finance partout dans les opérations en grande partie. Et quand on voit l'Iran aussi avec ses proxys, Hezbollah, Hamas, partout, on se dit que ouais, l'Arabie Saoudite aussi n'est pas enfant de bon cœur, là, qui est capable aussi de faire des opérations comme telles. Oui, et la Chine aussi n'est pas exclue, la Russie également, et créer ce qu'on appelle la diplomatie du chaos, là, créer le chaos et venir comme sauveur pour essayer de se positionner, ben, bien sûr, ces puissances sont toutes capables de faire des opérations comme ça. Mais pour le moment, les autorités maliennes ont juste trouvé, ont accusé que la France et les États-Unis, ce qui étonne d'ailleurs parce que, enfin, ça peut étonner. Peut-être que la Chine peut être impliquée, mais pour un spécialiste des questions de géopolitique quand on regarde les relations entre la Chine et le Mali jusque-là, et depuis que les opérations ont commencé, le Mali n'a pas fait appel à la Chine. Bien évidemment, la Chine a fourni quand même des équipements militaires, je veux dire des véhicules et tout là, au Mali, mais aucun militaire chinois n'est encore présent sur le territoire. C'est seulement le Wagner qui est présent là-bas à travers la Russie. Est-ce qu'on peut dire alors que c'est la Russie qui finance, qui est dans le coup? Alors ça, c'est une autre question. Hein. Peut-être qu'on peut regarder cette piste encore, mais géopolitiquement, je me pose la question de savoir quel intérêt la Russie aura pour le moment à aller déstabiliser le Mali actuellement, sachant qu'il a un autre front à défendre en Ukraine, en Europe. C'est une question qu'on se pose sans autant avouer et assumer que c'est la France qui est derrière, parce que moi, avant même de venir à cette rencontre tout de suite, j'ai eu cet échange avec un ami à qui je me posais avec qui je discutais et je posais la question de savoir, mais tu sais, moi, je ne suis pas de cette philosophie de la servitude volontaire, pour citer bien la Boîtier dans Ouais, là-bas ici, ouais. la servitude volontaire, ce qui veut dire que toujours crier aux victimes ou crier à la victime, je suis victime de tel ou de tel. Moi, je l'ai toujours dit, au lieu de dire que mon oppresseur m'oppresse, pose-toi la question de savoir
Qu'est-ce qui fait qu'il t'oppresse et comment il arrive à t'oppresser? Qu'est-ce qui t'a fait de l'empêcher qu'il t'oppresse en fait? Moi, c'est ma philosophie. J'entends bien qu'on accuse la France, qu'on accuse les États-Unis, qu'on accuse la Russie, qu'on accuse la Chine, mais pour un peuple qui a connu l'esclavage, la colonisation, bien évidemment, je le disais ici dans notre rencontre, qu'on n'est pas les seuls qui ont connu quand même toutes ces atrocités. Les Chinois peuvent raconter la même histoire, là. Les Américains peuvent raconter la même histoire, ils ont été colonisés là. Les Français ont été envahis là, en 45, en 40-45. Donc tous ces États, à un moment donné de leur histoire, et même d'autres États, ont connu des peuples, des communautés, ont connu l'esclavage. Donc on ne va pas continuer à résumer notre histoire à ces faits-là et à se contenter de ça. Je dis, pourquoi ne pas faire comme les autres? Les Chinois ils se sont tus, ils ont travaillé jusqu'à ce qu'ils ont quand même atteint un niveau aujourd'hui où ils peuvent discuter d'égal à égal à des grandes puissances internationales. Ils peuvent s'asseoir sur la table et discuter avec tout le monde. Pourquoi nous aussi ne pas faire la même chose que de continuer à accuser la France et les États-Unis? Parce que moi, dans ma philosophie, et justement, c'est cette philosophie que j'ai prise de la boîtier, en fait, c'est que aussi longtemps que tu continueras à crier que ton oppresseur t'oppresse, tu l'envoies un seul message et tu n'as qu'un seul résultat. Le seul message que tu l'envoies, c'est de lui faire comprendre qu'il reste encore plus fort que toi et que tu n'as aucun moyen de l'empêcher de faire ce qu'il veut. Donc, il continue à le faire parce que, de toute évidence, comme disait la boîtier, l'oppresseur sait qu'il t'oppresse. Il le sait bien. Donc, tais-toi et travaille sur tes mécanismes de défense pour jusqu'à ce que tu deviens plus fort que lui ou égal à lui. Comme ça, vous allez discuter des choses et cela arrêtera. La deuxième chose, ça c'est le résultat, c'est le confort intérieur. Le plaisir de dire que, OK, j'ai dénoncé. Alors, moi, je me pose la question, l'objectif ultime, c'est de dénoncer, avoir le confort intérieur ou l'objectif ultime, c'est de lutter et empêcher cela. Donc, moi, je me suis dit, alors moi, ma philosophie, c'est vraiment de lutter et empêcher cela. Parce que nous sommes dans un monde, quoi qu'on le veuille, moi, je suis de la philosophie existentialiste, je te le disais, on est tous animés de ce que euh, euh, de ce que Schopenhauer appellera l'instinct de survie. Donc, l'instinct de survie, que ce soit les êtres humains, les arbres, les animaux, sont animés de cet instinct. C'est ce qui explique d'ailleurs notre besoin de reproduction. Donc, on reproduit parce qu'on veut vivre. Et si on est animé de l'instinct de survie, personne ne veut se laisser quand même. Chacun veut quand même survivre. Là. Si on veut tous survivre, donc on ira trouver là où il y a les ressources pour survivre. Alors, si vous avez les ressources pour survivre et vous ne pouvez pas vous défendre pour préserver ces ressources, ben, ceux qui en ont besoin et qui n'en ont pas viendront vous envahir et s'en accaparer parce qu'ils en ont besoin, c'est nécessaire pour eux. Donc, moi, c'est de cette philosophie que je suis. Alors, c'est pour dire que, revenir à notre sujet, je ne suis pas de ces gens, de cette philosophie qui continue à trouver la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, Turquie, cite qui que tu veux, le Brésil, le Nigeria même, qui est une puissance aujourd'hui en Afrique, de les continuer à les accuser de ceci ou de cela. Moi, je dirais plutôt à nos autorités de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait pour préserver nos enfants de demain de ce que nous vivons aujourd'hui? Est-ce qu'on va continuer à dénoncer? Ça fait au moins plus de 400 ans nos communautés étaient esclavagisées. Plus de 60 ans sous la colonisation. Alors on va quand même, la Chine, il ne faut pas oublier que c'est après la grande réforme de 89 que la Chine a atteint le niveau qu'elle a aujourd'hui. Donc ça veut dire que moins de 30 ans, la Chine a atteint son objectif, là, presque. Et l'Afrique, ça fait plus de 60 ans qu'elle cherche à se développer, elle n'a pas atteint l'objectif. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas. Réfléchissons sur ce qui ne marche pas là. Notre problème n'est pas forcément l'autre là. Notre problème, peut-être, c'est nous. C'est nous qui refusons de réfléchir sur nos besoins. C'est nous qui refusons de réfléchir sur nos objectifs à long terme. Et c'est nous qui refusons d'être résilients, d'être patients. Donc, voilà toutes ces raisons. À chaque fois que moi, j'ai une chance de discuter avec mes frères africains ou d'autres frères venus d'autres horizons qui ne comprennent pas réellement la réalité africaine, j'essaie de leur présenter la situation africaine, j'essaie de leur donner, après je leur donne ma position, justement comme je le fais dans cette rencontre aujourd'hui. Moi, je ne trouve ni la France, tout ce que je dis par rapport à la France, par rapport aux États-Unis, la Chine, la Russie, c'est l'opinion publique africaine, la jeunesse africaine en général, qui est présentée. Mais moi, mon opinion personnelle, voilà ce qu'elle est, c'est que peut-être que c'est nous le problème. Donc, il faut toujours essayer on peut travailler sur nous-mêmes pour trouver la solution. Donc, pour ta question, vraiment, est-ce que qui finance? Je ne sais pas qui finance. Pour le moment, on accuse la France. Mais comme tu l'as dit, ça peut être la Chine, ça peut être la Russie. Je suis entièrement d'accord. Mais est-ce que c'est ça la question fondamentale? La question, c'est Ah, c'est ça. qu'est-ce qu'on fait? Mm.
tu vois. Écoute, on voit que tu es passionné du sujet, puis tu as réfléchi beaucoup plus longtemps à ces questions-là que moi, bien évidemment, mais c'est vraiment intéressant de t'écouter, vraiment super. Écoute, Keita, comme je t'avais dit avant d'enregistrer, je pense qu'on va être capable de faire un bon bout avec ce sujet-là, puis je trouvais ça vraiment intéressant, surtout comme je te dis, c'est des sujets qu'on n'a pas nécessairement, tu sais, qu'on parle des différentes nations africaines, c'est d'ailleurs pour ça aussi que je t'ai invité à embarquer dans le podcast, c'est que c'est vraiment pas de l'actualité qu'on parle tant souvent de ce côté d'ici de l'Atlantique, alors que c'est peut-être, autant que ça nous rejoint moins un peu, mais c'est toujours bon à savoir aussi, parce que des fois, il y a certains trucs qui affectent d'autres pays occidentaux, que des fois, on se demande pourquoi il y a cette grogne-là, ou qu'est-ce qui se passe dans tel pays pour qu'il y ait justement X nombre de coups d'État. Ben, je pense que pour les fans de géopolitique et de politique internationale, ben, c'est toujours bon de le savoir parce que justement, l'Afrique est loin d'être irrelevant, là. C'est ça, dans le monde d'aujourd'hui, au contraire, la quantité de monde qu'il y a là-dessus. Fait que c'est toujours important, même pour quelqu'un qui vient pas de là, de comprendre la situation Mm. sur place. Fait que, écoute, je te laisse le mot de la fin. Ben, alors, le mot de la fin, franchement, c'est de dire que le monde est aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on est tous liés. L'économie nous lie, la politique nous lie, les cultures aujourd'hui se sont mariées, partout se sont métissées, les gens se sont rencontrés. Donc, ça veut dire qu'on est liés. Et cela fait qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Mali peut se faire sentir ailleurs dans le monde, en Ukraine, en France, aux États-Unis. Ce qui se passe aux États-Unis peut se faire sentir. Pour preuve, on parlait tout de suite de l'attentat au nord du Mali. Et là, c'est l'Ukraine qui est impliquée. L'Ukraine revendique, assume son intervention, son soutien aux terroristes. Et du coup, le Mali rompt ses coopérations diplomatiques, ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Et le Mali soutient l'intervention russe en Ukraine. C'est le Mali est l'un des rares États quand même qui s'est opposé et qui a d'ailleurs soutenu ouvertement l'intervention russe en Ukraine. Donc, ça veut dire que on est lié par beaucoup de phénomènes. Alors, ce qui se passe en Ukraine, si on est capable de financer, si on est capable de soutenir l'Ukraine par des financements et par l'envoi des militaires et par l'envoi même des instruments militaires, on peut faire autant aussi au Mali en ayant confiance aux militaires maliens qui peuvent quand même gagner la lutte sans envoyer, comme l'OTAN le fait, sans envoyer des militaires. On essaie juste de soutenir ces États de l'AES en financièrement, on les soutient en envoyant également des armes et tout ce qui rentre dans ce sens. Je vous assure que ces États arriveront au bout de ce terrorisme. Mais si on continue à les voir encore comme des petits élèves qu'on doit assister à chaque fois qu'ils en ont besoin en envoyant des grandes personnes, c'est-à-dire des militaires étrangers à intervenir sur le terrain, ça ne va pas régler le problème parce qu'il y a le paradigme culturel, social qu'il faut voir. Et ces militaires maliens connaissent bien la réalité culturelle et sociale du terrain que d'autres militaires qui viennent d'ailleurs. Et donc, ça ne résout pas le problème. Écoute, merci beaucoup, Keita. Super intéressant. On s'en revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup, c'était le fun. Avec plaisir. Merci pour l'honneur également et on se retrouve la semaine prochaine. Yes, bye bye.